11 janvier 2015. Bienvenue à toutes et à tous sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la France résidant à Djibouti, Christophe Guillou. Et les membres de la Ligue arabe, à l'exception du Liban, ont condamné les attaques visant des missions saoudiennes en Iran. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la France résidant à Djibouti, Christophe Guillou. Accompagné de ses proches collaborateurs, le nouvel ambassadeur a prononcé un important discours, un discours dans lequel il fait état des liens existants entre la France et la République de Djibouti, qui sont, a-t-il dit, les fruits d'une longue histoire partagée durant 150 ans. Né en 1952, le nouvel ambassadeur de France est diplômé de l'Institut de langue et civilisation orientale, un diplomate qui est passé par de nombreux pays aux Nations Unies, ainsi que l'Agence pour la promotion de la francophonie. Les relations entre nos deux pays ne sont pas seulement militaires, vous l'entendrez tout à l'heure, elles doivent se renforcer, a-t-il indiqué, dans d'autres domaines. Écoutez justement le discours du nouvel ambassadeur de France résidant à Djibouti. La littérature française, qui ont transmis l'amour de cette terre et leur admiration pour ces hommes et ces femmes de Djibouti qui ont survécu dans un des environnements les plus hostiles sur la planète. Notre relation, ce sont également des intérêts communs. C'est ainsi que la France et la République de Djibouti sont liées par un traité de coopération en matière de défense. Sans équivalent sur le reste du continent, sans équivalent. Et vous savez le prix que la France attache à cette relation. Celle-ci explique que vous accueillez dans votre pays la plus grande base militaire française en dehors de la France. Les forces françaises de Djibouti n'ont pas seulement un rôle de protection, elles sont également ici pour renforcer la coopération entre nos deux États. Leur rôle est unique et les responsables djiboutiens nous répètent à quel point ce que nous faisons est exceptionnel par la qualité de nos interventions et des relations que nous avons nouées. Nos forces armées y disposent notamment de facilités d'entraînement extraordinaires. Nous en sommes conscients et nous ferons tout pour renforcer et améliorer cette relation. La relation entre nos deux pays n'est pas seulement militaire. Elle doit se renforcer dans d'autres secteurs pour continuer à s'adapter à l'évolution du monde et de ses enjeux. Deux autres domaines mériteraient en effet que nous puissions renforcer encore nos actions bilatérales, car nous avons conscience que nous devons évoluer et adapter nos outils et nos priorités. Le premier de ces défis est économique. Les échanges commerciaux entre nous ne sont pas à la hauteur de la relation stratégique qui nous unit. Il y a là des efforts à mettre en œuvre pour parvenir à renforcer ce domaine. Je m'y emploierai car votre pays est en train de tout faire pour exploiter au maximum les avantages que lui procure sa situation géographique. La France et ses entreprises ont des atouts qu'il nous faut désormais davantage valoriser. Le deuxième enjeu, c'est celui de la langue française. Il nous reviendra de réfléchir conjointement à de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour redynamiser et renforcer encore davantage l'usage à Djibouti de cette langue commune, en forte croissance au niveau mondial et qui constitue votre originalité ici dans la Corne de l'Afrique. Située dans un environnement régional complexe, Djibouti doit relever également le défi de sa stabilité. La France, comme avant elle Djibouti, a été très durement frappée par de terribles attentats. Nous avons été très sensibles au message de sympathie que vous avez adressé spontanément au président de la République, M. François Hollande. Après son discours et la remise des lettres de créance au président de la République, l'accréditant en tant que nouvel ambassadeur de France à Djibouti, le chef de l'État et l'ambassadeur Christophe Guillou ont eu une entrevue en présence du ministre chargé de la coopération, Ahmed Ali Silay, et le collaborateur de l'ambassadeur. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage.
La porte-parole de l'UMP, présidente du Parti social-démocrate djiboutien, Hasna Moumine Bardone, s'est félicitée aujourd'hui du très bon déroulement de la convention de l'UMP qui a porté M. Ismaël Omar Guelleh comme candidat unique de cette coalition. Elle a tenu à remercier tous les organisateurs et tous les participants à ce grand rassemblement. Écoutez. L'UMP a tenu vendredi dernier sa convention pour investir le candidat IOG. Les militantes et militants se sont réunis au club hippique en démontrant leur adhésion au projet politique du président IOG et de la coalition UMP. La convention a été aussi l'occasion d'affirmer la réussite des grandes réalisations socio-économiques du président de la République. Les leaders de l'UMP n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de la politique nationale et internationale du chef de l'État. À cet effet, je remercie le candidat de l'UMP qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Je cite, « Je tiens à remercier tous celles et ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à la célébration du 8 janvier dernier. À tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se sont mobilisés autour de notre coalition et qui croient en nos valeurs républicaines qui sont l'unité, la paix et la cohésion sociale, je vous dis encore une fois merci. Dans nos quartiers, dans nos villes et par-delà les frontières, continuons à œuvrer ensemble pour Djibouti. » Fin de citation. Au nom de l'UMP, je remercie également l'ensemble des militants, adhérents, sympathisants, RPP, FRUD, PND, PSD, UPR pour leur engagement auprès du candidat IOG. Enfin, mes remerciements pour tous ceux et celles qui ont rendu agréable l'organisation de ce grand événement et plus particulièrement la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haït. Sous la présidence de Madame la députée Hasna Bilil Hamad, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie hier. Au cours de cette réunion de travail, la commission a examiné le projet de loi portant sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti-Ville et de sa périphérie. Le gouvernement était représenté par la secrétaire d'État chargée du logement, Madame Amina Abdi Aden. À travers cet important texte, le gouvernement propose de fixer les orientations stratégiques d'extension de la ville pour les 20 prochaines années, ainsi que la destination générale des sols, et ce, dans le cadre de la vision 2035. Selon la secrétaire d'État chargée du logement, Mme Amina Abdi Aden, cette loi n'est pas fixée dans le marbre. Il est prévu, a-t-elle souligné, que des évaluations périodes soient donc faites tous les 5 ans afin d'en réévaluer donc la pertinence en fonction de l'évolution et des besoins qui pourraient apparaître. Des correctifs utiles pourront être apportés si cela s'avère nécessaire, a-t-elle précisé. La secrétaire d'État, Mme Amina Abdi Aden, a expliqué aux membres de la commission qu'à travers ce texte, il est question avant tout de mettre bon ordre dans le domaine, mais plus encore de poser les jalons de l'avenir de Djibouti en termes d'aménagement. Ce texte, a-t-elle insisté, va servir de moyen d'action et d'encadrement. Il mettra un terme aux opérations effectuées rapidement au coup par coup, et va privilégier l'aménagement, l'avènement d'un urbanisme cohérent qui s'inscrit dans la durée avec une optimisation des investissements publics et privés. Le cadre de vie s'en verra amélioré, a-t-elle conclu. Une information de taille a été communiquée aux élus présents par Mme Amina Abdi Aden. Au cours des travaux en commission, le gouvernement travaille activement à l'idée de développer le tramway à Djibouti afin d'améliorer la circulation urbaine. La secrétaire d'État a insisté sur le fait que cette option qui avait été retenue par le gouvernement est inscrite dans le projet soumis à l'approbation des élus. Nous sommes conscients que ce projet mobilisera des moyens considérables. C'est la raison pour laquelle nous travaillons activement à la mobilisation des ressources afin d'entamer ce chantier le plus tôt possible. Le sujet d'importance a suscité un débat constructif. Au terme de la réunion, les députés ont émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi lors de la tenue de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale.
Dans le reste de l'actualité, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a lancé une opération de bancarisation des retraités percevant donc une pension d'au moins 100 000 francs par trimestre. Pour ce faire, la CNSS a invité les banques de la place dans ses locaux dans l'objectif d'ouvrir les comptes pour ces retraités qui perçoivent donc 100 000 francs par trimestre. La directrice générale de la CNSS, Mme Hana Farah Assoué, a été chargée de superviser ces opérations de bancarisation des retraités. Celles-ci qui vont se poursuivre jusqu'au 7 janvier prochain. 5 banques de la place se sont déclarées prêtes à ouvrir ces comptes. C'est dans l'optique de faciliter les paiements des pensions de retraités que la CNSS a bien voulu donc être le trait d'union entre les banques et les retraités. Une initiative qui est bien accueillie par les retraités. L'un d'eux a d'ailleurs souligné que cette méthode lui facilitera la tâche, d'autant que les succursales des banques se trouvent désormais à proximité des lieux d'habitation. Ma pension de retraite récupérée dans une banque de proximité est une bonne chose. Il serait plus facile pour moi, qui habite à Belbela, de récupérer mon argent, ajoute un autre. D'autres précisent que cela leur évitera les files d'attente devant les caisses de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Certains pensent pouvoir donc bénéficier de facilités comme un paiement par avance en cas de nécessité. De son côté, la directrice générale de la CNSS, Mme Hana Farah Assoué, a expliqué que la bancarisation des retraités percevant plus de 100 000 francs par trimestre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie managériale qui a pour objectif de faciliter le paiement des pensions de retraités axées sur la proximité du service. Nous avons commencé à transférer via la poste des pensions des retraités vivant dans les régions. Cette mesure a été rendue possible à l'issue d'un partenariat que la CNSS a signé avec la poste de Djibouti. À l'issue de cette initiative, les pensionnés des régions ne se déplaçaient plus vers la capitale et venir à la CNSS pour récupérer leur pension de retraite. Puis une autre mesure a été prise, celle de payer les retraités qui sont très alités et qui n'ont plus les capacités de se déplacer. Pour ces derniers, nous avons des équipes qui se déplacent et qui remettent les pensions à domicile. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape de cette stratégie qui vise à offrir un meilleur service aux retraités et leur éviter ainsi les attentes et les déplacements. Ceci dit, les retraités ont le libre choix d'ouvrir leur compte dans la banque de leur choix. Il y a 5 banques de la place qui ont répondu à notre invitation, a indiqué la directrice générale de la CNSS, et qui ont bien voulu ouvrir des comptes sur place aux retraités percevant des pensions d'au moins 100 000 francs. Également dans l'actualité, un stage de haut niveau en réseau informatique destiné à une dizaine de militaires et de gendarmes s'est clôturé aujourd'hui au camp Cheikh Osman, CCO, où des certificats techniques de premier degré CT1 ont été délivrés. La cérémonie de clôture du stage et de remise des certificats a été présidée par le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Ont également pris part à la cérémonie le général de brigade Ousmane Nour Soubagleh, chef d'état-major de la défense, le général de la brigade Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense, les chefs des corps des différentes missions installées à Djibouti, les chefs de département de l'état-major. Était également présent le général Hassan Ali, conseiller du chef d'état-major général des armées, ainsi que le colonel Ibrahim représentant la gendarmerie nationale. Et enfin, après proclamation, les résultats, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la remise des récompenses aux premiers et meilleurs lauréats de ce stage.
Et les centres de développement communautaire sont sans nul doute des lieux d'épanouissement culturel et sportif, mais aussi de rencontres pour impliquer les populations dans de nombreux sujets de sensibilisation. Ces dernières prennent aussi une part active aux décisions concernant leur quartier ou zones résidentielles. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se démène pour multiplier et créer ce genre de structure. Un CDC vient ainsi de voir le jour à Goul-Abous, localité de la région du Dikil. La cérémonie d'inauguration a vu la participation de nombreuses personnalités, outre celle du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, était présent le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le ministre de l'Habitat, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikho, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, ainsi que les parlementaires de la région. À cet effet, les habitants de la Goul-Abous ont réservé à la délégation qui a été chaleureusement accueillie. Le président du conseil régional a, durant son intervention, rappelé l'importance du CDC dans le sens où ils permettent non seulement aux jeunes de s'instruire et échanger, mais aussi de s'adonner au sport en les écartant de l'oisivité et de la délinquance. Le préfet de la région de Dikil a, quant à lui, après avoir remercié le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour avoir tenu parole en créant cette structure au bénéfice des jeunes, a demandé à la population de Goul-Abous de faire bon usage de leur CDC et que désormais la responsabilité de préserver cet espace communautaire leur incombe. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le ministre de l'Habitat, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, ont également tour à tour pris la parole. Ils ont remercié tous les habitants de Goul-Abous pour leur grande mobilisation, puis ont mis l'accent sur l'aspect instructif des CDC. C'est à la fois donc un lieu de... c'est donc d'abord le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Habitat, Mohamed Ibrahim Balala. Donc ils ont remercié tous les habitants de Goul-Abous pour leur grande mobilisation, puis ont mis l'accent sur l'aspect instructif des CDC. C'est à la fois un lieu d'épanouissement culturel et sportif pour les jeunes, mais aussi de rencontres et d'écoute pour toute la population de cette localité. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, après avoir rappelé que les CDC étaient la vitrine de son département, a mis en exergue le rôle principal que joue chaque centre de développement communautaire dans l'épanouissement de la jeunesse. Il a rappelé que les CDC ne sont pas des espaces réservés exclusivement aux jeunes, mais aux moins jeunes également qui ont leur place. Ces centres, a-t-il indiqué, sont une émanation concrète de la volonté politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours fait des aspirations de la jeunesse une de ses priorités. La cérémonie a été clôturée par l'inauguration officielle du CDC, cette structure dédiée aux jeunes et dotée d'un terrain de basketball, de volleyball, d'une salle audiovisuelle, d'une bibliothèque. Elle dispose également de baby-foot et de tables de tennis. La réaction du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a été recueillie peu après l'inauguration. Écoutez. Nous nous trouvons aujourd'hui à Goul-Abous, donc dans une des localités de la région de Dikil, pour inaugurer un CDC qui sera donc très profitable à la population de cette localité. Cette CDC émane donc de la volonté du président de la République de permettre donc à la jeunesse de région de profiter des infrastructures communautaires. Donc c'est un des CDC aussi le plus important parce que c'est une jeunesse qui a assez attendu donc, cette infrastructure. Je remercie donc le président de la République qui permet chaque jour à ce que la jeunesse puisse profiter donc, non seulement donc des bienfaits des politiques publiques en matière de jeunesse, mais également aussi d'aspirer donc, à cette jeunesse le fait d'aller de l'avant. Donc également aussi mes recommandations à cette jeunesse afin qu'elle puisse aussi sauvegarder et garder cette infrastructure, parce qu'avant tout,
C'est vrai que c'est pour la jeunesse, mais surtout aussi c'est pour la communauté de cette localité. On reste au sud toujours du pays à Lissébié afin de permettre aux populations des villages et localités de l'intérieur de bénéficier de soins. Une équipe médicale du centre hospitalier de Lissébié a effectué ce week-end un déplacement dans la localité de Guélilé. Cette équipe mobile était dirigée par le docteur Omar Mohamed Farah. Elle a pu effectuer des consultations et apporter des soins de proximité à quelques 124 personnes qui ont bénéficié de consultations générales avec traitement. Ainsi, 37 adultes ont pu être auscultés et soignés. 45 enfants malades ou souffrant de malnutrition ont été pris en charge. Une vingtaine de vaccinations effectuées et enfin une quinzaine de femmes ont bénéficié de conseils sur la grossesse, la prénatalité ou le planning familial. Le ministère de la Santé a mis en place un programme visant à apporter des soins aux populations des régions de l'intérieur. Vous aurez ces images de nos prochaines éditions. Et nous passons de là à l'actualité à présent hors de nos frontières. La Ligue arabe condamne les actions de l'Iran. Les pays membres de la Ligue arabe, à l'exception du Liban, ont condamné les attaques visant des missions saoudiennes en Iran. C'est ce qu'a déclaré le ministre émirati des Affaires étrangères pendant cette séquence. Les États membres de la Ligue arabe, à l'exception du Liban, ont condamné les attaques contre les représentations diplomatiques saoudiennes en Iran. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont tenu hier une réunion extraordinaire au Caire, à la demande de Riyad, pour discuter du conflit diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les deux pays ont rompu les relations diplomatiques le 3 janvier, à la suite des attaques contre les missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et à Mashhad. Djibouti, la Somalie, le Soudan et Bahreïn ont aussi rompu leurs liens diplomatiques avec l'Iran. La crise a éclaté entre Riyad et Téhéran suite à l'exécution le 2 janvier du chef religieux chiite Nimr al-Nimr ainsi que 46 autres personnes condamnées pour terrorisme en Arabie saoudite. À l'étranger toujours avec cette rencontre avec El Chapo, CNPN va devoir donc s'expliquer avec le Mexique. Ce dernier ne pensait sûrement pas que son entretien avec El Chapo se transformerait en affaire d'État. Les autorités mexicaines veulent entendre l'acteur américain. Selon elle, sa rencontre avec le narcotrafiquant a facilité son arrestation. Idriss nous en fait plus. Xi Jinping ne pensait sûrement pas que son entretien avec El Chapo se transformerait en affaire d'État. Les autorités mexicaines veulent entendre l'acteur américain. Selon elle, sa rencontre avec les narcotrafiquants a facilité son arrestation, car son entrevue l'an dernier dans la jungle avec les barons de la drogue, racontée dans les pages des magazines Rolling Stone, n'est pas restée secrète. Mexico savait que l'homme était en contact avec des producteurs pour réaliser un biopic sur sa vie. Leurs échanges ont permis de les localiser. Après plusieurs mois de cavale, El Chapo, de son vrai nom, Joaquín Guzmán, a été appréhendé vendredi dernier lors d'un raid mené dans la ville côtière de Los Mochis, dans l'état de Sinaloa, sa région natale. Pendant la fusillade, Guzmán et son chef de la sécurité ont fui par le système de drainage de la ville, peu avant d'être interpellés à bord d'un véhicule volé par les militaires. On en sait un peu plus sur sa spectaculaire évasion en juillet dernier grâce à un passage souterrain de plus de 1,5 km menant à sa cellule. Il raconte à l'acteur qu'il avait envoyé des ingénieurs spécialisés dans des tunnels en Allemagne pour qu'ils s'entraînent. Retour à la case départ pour El Chapo dans la prison d'Altiplano. Il ne devrait pas y rester très longtemps puisque le Mexique a ouvert la voie à son extradition vers les États-Unis. Le président Enrique Peña Nieto s'était jusqu'alors refusé à toute extradition de Guzmán, mais son évasion rocambolesque en juillet dernier d'une prison de haute sécurité a porté un coup très dur à la crédibilité du gouvernement et a changé la donne. Les autorités judiciaires mexicaines ont fait savoir que les procureurs avaient reçu l'an dernier des mandats d'arrêt à des fins d'extradition et que les avocats de Guzmán disposeraient de 3 jours pour émettre des objections. C'était le journal de la rédaction. Restez avec nous juste après la pause. On se retrouve pour le focus. Place maintenant focus. Nagad Fadma rejoint. Bonjour Nagad. On parle de sport, on se focus. Également. Et effectivement, Léo Messi a connu une année vaste avec le FC Barcelone qui figure le grand favori du Ballon d'Or 2015, donc son coéquipier Neymar et son éternel rival Cristiano Ronaldo rêve toutefois de en priver, donc verdict lundi à 20h. Rarement Léo Messi n'a dominé la planète du football comme en 2015. Un 5e Ballon d'Or tend logiquement les bras à l'Argentin, redevenu le meilleur
meilleur joueur du monde du FC Barcelone et de fait grandissime favori de la cérémonie de remise de prix organisée par la FIFA lundi à Zurich. Donc le prodige argentin a devancé ces 2 dernières années par son éternel rival portugais et son coéquipier du Neymar, 3e finaliste de cette édition. À 28 ans, Léo quadruple lauréat et écrit une saison en or, tout en faisant encore exploser quelques compteurs sur le plan individuel. Donc impliqué sur les 3 buts catalans inscrits en finale de la Ligue 1 contre les Juventus. Messi a terminé l'épreuve comme meilleur buteur de la compétition en égalité avec Ronaldo et Neymar et qui ont également réalisé des exceptions. Et a bouclé le Liga en fait avec 43 buts juste derrière le Bulgare. Et en insolite. Voilà. Et pour terminer en insolite, un voleur contraint de manger 40 bananes pour restituer les bijoux qu'il avait ingérés. La police indienne a employé une technique peu commune pour retrouver une chaîne en or contraignant le voleur à ingérer 40 bananes pour restituer le précieux bijou qu'il avait avalé lors de sa course-poursuite avec la police. L'homme avait démenti avoir arraché la semaine passée une chaîne que portait une femme dans la rue de Bombay, mais les radios en fait effectuées à l'hôpital ont prouvé le contraire. Un lavement avait pour la première fois échoué. Les médecins ont alors suggéré une opération. La police a estimé que ce serait trop coûteux et opté plutôt à l'indigestion et forcé à manger des bananes. Donc il a dû manger 40 bananes dans la journée, a expliqué la police. Et le suspect de 28 ans va comparaître vendredi prochain au tribunal. Tous les moyens sont bons. Merci Megat pour ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.